Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Data Integrity avec un titre un peu provocateur, hein. On va attendre quelques minutes avant de démarrer. Bien, nous allons démarrer. Donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Caroline Auclair qui a participé donc à cette mission. Donc je suis Philippe Baron, le responsable d'ADN. Et donc, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre. En termes de timing, on a prévu une présentation un petit peu interactive, je dirais, pendant environ 1 heure. Et ensuite, une session de questions ouvertes un peu plus libre à la suite de cette heure. C'est pour ça qu'on a demandé une plage peut-être un peu large. Pour les gens qui ont peut-être un peu moins l'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions ou de lever la main à travers l'outil Go to Webinar. Et donc n'hésitez pas et on essaiera de répondre à ces questions. Voilà. Écoutez, je pense que le temps des uns et des autres étant précieux, on va démarrer. Voilà. Alors, le plan du webinar. Donc, c'est un webinar qui est plutôt orienté, quelque chose qui est un peu plus, je dirais, peut-être innovant ou moins fréquent, qui est plutôt sur les équipements de laboratoire, hein, mais comme on va le voir, plutôt orienté firmware. Et c'est là où, en fait, le retour d'expérience est je dirais, pour nous, le plus intéressant. Donc, on va rappeler un petit peu le contexte et l'historique de cette mission, enfin des missions précédentes, la mission concernant les petits équipements, hein, donc balance, etc. On va rentrer plus dans le détail. Et puis, on essaiera de tirer un peu les leçons de cet échec. Donc, c'est vrai que d'habitude, les consultants, on a tous un peu les uns les autres l'habitude de dire, bah voilà, on a fait des trucs merveilleux, tout allait bien. Là, c'est un peu quelque chose d'un peu différent, hein. On va montrer un peu quelque chose qu'on a perçu comme un échec chez ADN. Alors, l'historique, hein, un petit peu le cadre, hein, c'est qu'on avait déjà réalisé
une mission associée à la conformité, je dirais data integrity, mais plutôt sur un axe laboratoire type HPLC. Hein. Euh, donc, bon, certains savent peut-être que effectivement ADN a travaillé historiquement sur les sujets 21 CFR par 11. Donc 21 CFR par 11, ben, les systèmes de laboratoire, déjà il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, euh, c'était un sujet. Hein. Et donc on avait des problématiques d'audit trail, de sécurité, etc. Donc les écarts transverses qu'on avait pu voir avec ce client, c'était des écarts qui étaient, je dirais, somme toute classiques, des problématiques de revue d'audit trail, des problématiques de spécification, des problématiques de définition de format d'enregistrement de référence, hein, c'est-à-dire électronique versus papier. Ça peut surprendre en septembre 2018, mais il y a encore des gens qui se posent de savoir quel est l'enregistrement de référence, est-ce que c'est le papier ou est-ce que c'est la donnée électronique. Des sujets sur la signature et peut-être un peu moins fréquent, on avait des sujets également sur la formation à Data Integrity, notamment pour les analystes. Donc cette mission s'était plutôt bien passée, bon, pas tellement de surprises. Euh, Normalement, j'ai préparé comment dire, un petit sondage que je vais essayer de lancer là pour animer un peu la session. Voilà, je suis en train de le distribuer, je pense, si tout va bien. Si vous voulez bien répondre, comment dire, au sondage, voilà, pour savoir un petit peu quelle est la problématique que vous observez euh, sur des logiciels de laboratoire. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de webinaire, c'est que ben, chacun va contribuer au sondage, une sorte de benchmarking. Hein. Voilà, aujourd'hui là, on a 80% des gens qui ont voté. Hein. Et il y a aujourd'hui une grosse quarantaine de personnes qui assistent au webinaire. Hein. Donc, ça va être intéressant de vous benchmarker les uns les autres. Voilà. Je crois que je vais pas tarder à le fermer. Et on devrait avoir le résultat en live, normalement, qui apparaît. Alors, est-ce qu'il est apparu? Attends, il faut que je fasse partager les données. Est-ce que vous les voyez tous ou non? Ok. Donc, a priori, oui, vous voyez les résultats. Donc, on a 12%. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que j'ai une question? Toc, 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 toc. Attendez, j'ai une question, mais il faudrait que j'arrive à la lire. Je vais commenter déjà peut-être le sondage. Donc, on a. Alors, masquer les résultats du sondage pour activer le partage d'écran. Non. Donc, on a 12% sur la gestion des accès, 12% sur l'archivage, et d'une manière non surprenante, 59% sur la revue d'audit trail, ce qui est quand même le sujet où les gens s'interrogent le plus, et tout de même 18% sur la validation. Hein. Alors, sur la validation, bon, c'est assez logique, hein, puisque sur les logiciels de laboratoire, il y avait beaucoup de gens qui achetaient des packages de validation. Et avec Data Integrity, ils ont réouvert un peu ces packages de validation. Ils se sont rendus compte que bon, c'était peut-être pas si extraordinaire que cela. Voilà. Donc là, on a eu, nous aussi, les mêmes. Alors attendez, j'aimerais bien arriver. Non, ok. Je regarde. J'essaye de voir, parce que je crois que j'ai des petites questions, mais j'arrive pas à les visualiser. Euh, bon, on va avancer. A priori, c'est bon.
Hein. Donc le point classique, c'est aujourd'hui, c'est la revue d'Auditrel sur sur les logiciels de laboratoire, c'est clair. Ça pendant de nombreuses années, les Auditrel, on se contentait de voir s'ils existaient, et maintenant il s'agit de les exploiter. Bon, mais c'est pas tellement le sujet de la présentation aujourd'hui. Hein. Euh, voilà, on va avancer. Donc ça s'était passé à peu près correctement. Là, on a une répartition, je dirais, de la conformité sur un logiciel assez classique comme Empower. On voit que bon voilà, il y a des écarts, mais globalement, d'un point de vue technique, on n'avait pas énormément de problèmes. Hein. Les principaux problèmes, c'est pas de revue d'audit-REL, évaluation des paramètres critiques, des problématiques de gestion de droit. Voilà. C'est assez classique. Alors après, il y a des logiciels de laboratoire qui sont peut-être un peu moins avancés que Empower. Euh, mais je dirais que sur du laboratoire, euh, alors on ne voit que les résultats, pas la présentation, me dit-on. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans les sondages? J'ai dû. Voilà, je pense que ça va revenir de nouveau. Merci Guillaume. Voilà. Donc là, on est sur une répartition, voilà, sur un logiciel très connu Empower. Hein. Donc sur Empower, le logiciel, je dirais, de laboratoire classique. Bon, c'est plus des problèmes organisationnels, des problématiques de revue d'audit trail, des problématiques de paramétrage de l'outil, mais globalement, il n'y a pas de soucis métaphysiques. Hein. Bon, il y a d'autres logiciels qui sont peut-être un peu moins avancés, mais c'est pas tellement le propos aujourd'hui de cette expérience un peu particulière. Donc, on avait sur l'aspect logiciel, ça s'était globalement bien passé. Hein. Et ensuite, on est parti sur une expérience plutôt sur les petits équipements. Alors, on y arrive. J'ai les questions là. C'est quel est le niveau de compliance on doit avoir sur les petits systèmes? Ben, on y arrive. Hein, c'est justement l'objectif de la présentation. Hein. Donc, les petits équipements, c'était donc Balance, PHMed, DissoluTest, etc., etc., avec un firmware embarqué. Et au départ, c'était, je dirais, quelque chose qui semblait être simple. Évidemment, on avait un contexte d'inspection FDA qui faisait que voilà, il fallait faire vite. Hein. Il fallait faire ça en 2 mois et demi. C'était les périodes de congé, le mois de mai. Voilà, c'est un peu le contexte, je dirais, de départ. Hein. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à Caroline, qui va nous exposer la démarche mise en œuvre, planifiée, et ainsi que la démarche choisie. Caroline, à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, cette mission, elle a commencé par donc Monsieur Baron qui a été faire une visite sur le site pour faire un inventaire des équipements, ce qui nous a permis par la suite de mettre en place la stratégie qu'on allait développer. Et donc, on avait décidé à ce moment-là de faire un plan de qualification global, de rédiger des URS et une analyse de risque qui resterait générique, c'est-à-dire qui couvrirait l'ensemble des petits équipements que l'on avait à notre disposition, et de faire également donc un protocole générique avec des fiches de test relativement
comment dire, globales pour qu'on puisse les appliquer à tous ces petits équipements. Alors cela nous a quand même amené à nous dire qu'il fallait quand même qu'on fasse des rapports de configuration par famille d'équipements, parce qu'on savait que de toute façon, une balance, ça n'a pas grand-chose à voir avec un pH mètre et que, voilà, on ne pourrait sans doute pas passer, au moins pour la configuration de chaque équipement, par le fait de faire un rapport par famille. Et donc, on a été obligé donc, de prévoir de faire un rapport de qualification donc, par famille d'équipement. Et on s'était dit que ce serait bien aussi de faire un rapport de qualification global pour en fait regrouper toutes les infos que l'on avait pu avoir dans tout le déroulement de la mission. Diapositive suivante, Philippe, s'il vous plaît, parce que moi, je ne sais pas si je peux passer. Merci. Quand on est arrivé sur les terrains, on s'est confronté à la réalité des équipements qui existaient. Donc, pour faire une validation Data Integrity avec des équipements qui ont un firmware configurable, les 3 axes principaux, c'est la gestion de la date et de l'heure, la gestion des accès, administrateurs, superviseurs, analystes, voilà, suivant leur rôle dans l'utilisation de ces équipements, et bien évidemment le format des sorties de données. Donc on s'est déjà là dès le départ confronté à plusieurs problèmes. Déjà, on avait sous-estimé complètement l'obsolescence des équipements parce que des balances, il y en avait des très, très anciennes et des plus ou moins récentes. Et puis, c'était un petit peu pareil pour l'ensemble des autres types d'équipements, les pH mètres. Voilà, il y avait un osmomètre qui était très, 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 très vieux, par exemple. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est que sur un même modèle d'équipement, dû à leur âge différent, on avait aussi donc des firmwares différents sur un même modèle d'équipement. Donc, et puis après, quand on s'est intéressé un petit peu à la façon dont on allait pouvoir gérer les data integrity, on s'est rendu compte que il y avait des gestions des accès qui étaient limitées, voire inexistantes sur certains équipements, que la gestion de l'horloge était limitée, voire inexistante sur certains équipements, que l'impression des données n'existait pas, enfin n'était pas toujours possible, et que par définition, la sauvegarde, l'archivage des données était limité, voire inexistante. Il y avait une absence d'audit trail et que pour remédier à tout ça, il n'y avait quand même pas non plus d'équipement connecté et aucun réseau de laboratoire disponible en fait pour pouvoir gérer tout ça. Diapositive suivante. Oui. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Philippe. Non, c'est voilà. Donc là, on va aborder, je dirais, l'impact documentaire de cette réalité terrain. Hein. Oui, Caroline. Oui. Ouais, pardon. À toi. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait donc fait l'inventaire des équipements. Une fois sur place, il a fallu, voilà, on les a trouvés parce que le laboratoire était assez grand, donc il a fallu qu'on les localise tous, qu'on cherche la version de firmware de tous ces équipements, toutes les notices d'utilisation et toutes les procédures qui étaient attachées à l'utilisation de ces équipements. Donc, on a donc identifié 4 familles d'équipements. Donc, les balances, il y avait 13 balances. Une deuxième famille dans laquelle on a mis les pH mètres et les conductimètres. Donc, ça, c'était une famille de 3 équipements. Il y avait 6 distributs tests. Et puis après, il y avait tout un tas d'autres équipements. Alors, des KF, des compteurs de cellules, un osmomètre. Enfin, voilà, de ce genre de type d'équipement voilà, qui n'existe souvent qu'en un seul exemplaire dans ce type de labo. Donc, on a fait 4 familles, ce qui a donc déjà un impact documentaire par rapport à ce que l'on avait prévu. C'est qui dit 4 familles d'équipements, dit 4 protocoles de qualification parce que 4 modes de test à faire. Et bon, on avait déjà prévu un rapport de configuration et un rapport de qualification par équipement. Donc, voilà, pour
au premier passage, voilà, on augmentait déjà un petit peu notre charge de travail parce qu'il fallait faire 4 protocoles de qualification différents. Diapositive suivante. Oui. Merci Philippe. Donc, ouais. Donc, encore quelque chose sur la réalité des équipements. Au départ, on avait donc envisagé une configuration pour chaque équipement, pour chaque famille d'équipements. Or, une fois sur le terrain, on s'est aussi rendu compte que dans une simple famille d'équipements, on avait aussi plusieurs versions de firmware et qu'en fonction de la version de firmware et de l'ancienneté de l'équipement, on allait être obligé de faire un rapport de configuration par équipement et non plus simplement par famille d'équipements. Et puis, parce que la configuration, pardon, je t'interromps, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la configuration, je dirais, d'un petit équipement pouvait varier, en fait, sur la base d'un même firmware. Alors qu'au départ, on avait fait, bon voilà, c'est les mêmes familles d'équipements avec globalement la même version de firmware. Puis en fait, on s'est rendu compte que il y avait des configurations qui étaient bien plus importantes et que le firmware ouvrait beaucoup de possibilités. Pardon, Caroline, je te laisse reprendre. Ouais, merci. Donc, ce qui dit un rapport de configuration pour chaque équipement au sein d'une même famille, dit multiplication des rapports de configuration que l'on n'avait pas envisagé au départ. On a donc aussi mis en place les logbooks. Donc, pareil, les logbooks que l'on a mis en place n'étaient pas les mêmes pour chaque équipement parce que les informations qu'on allait pouvoir récupérer n'étaient pas forcément les mêmes. Et puis, on a dû s'atteler aussi à la modification des procédures d'utilisation des équipements qui, voilà, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas suffisamment détaillées et pas, comment je peux dire ça, pas suffisamment détaillées en fonction de chaque utilisation et de chaque configuration de chaque équipement. En fait, il n'y avait pas assez d'informations pour que tout le monde puisse utiliser les équipements de la même façon. Donc voilà, diapositive suivante. Oui. Merci. Donc les livrables, hop. Donc les livrables, génériques, je vous repasse la parole, Philippe. Oui, donc sur les livrables génériques, parce que ça fait partie aussi des questions, c'est qu'est-ce que l'on doit. Alors pourquoi on a fait des livrables génériques, hein tout simplement pour essayer d'optimiser la démarche, je dirais, documentaire, hein, pour faire moins de documents. Et c'est vrai qu'il y a 80% parfois du contenu qui est identique. Hein. Donc on avait essayé au départ de reprendre, je dirais, d'être dans cette stratégie-là. Donc là, on avait un plan global pour les équipements du laboratoire, de manière à montrer un petit peu aux inspecteurs et puis essayer de tracer la ligne et la stratégie de qualification des équipements de laboratoire, mais donc en firmware, vous l'avez bien compris. Donc on a fait aussi une analyse de risque pour centrer nos tests, hein, bien évidemment. Ça a permis également de repositionner les questions d'enregistrement, de droit, de traçabilité, d'auditrel, alors papier, pas papier, cycle de vie de données, etc. Bon, mais le souci qu'on a eu, si vous voulez, c'est que au fur et à mesure qu'on établissait les risques, on s'est bien rendu compte que finalement les mesures d'atténuation possibles qui s'offraient à nous
étaient de plus en plus en fait des mesures d'atténuation procédurales. Parce que techniquement, en fait, les firmware, certains de par leur obsolescence, ne permettaient pas de, comment dire, d'atténuer le risque. Hein. Alors attendez, j'ai peut-être une petite question, j'ai même plusieurs questions. Bon, c'est des questions qui sont peut-être là. Bon, on est sur les auditeurs. Donc, bon, on donnera peut-être la parole là-dessus sur comment dire. Alors, j'ai la revue des auditrelles. Bon, voilà. C'est un sujet. On réouvrira le débat tout à l'heure. Bon, sachant que sur les petits équipements, il y a beaucoup d'équipements où en fait, ben, simplement l'audit trail il n'existe pas. Donc, l'audit trail en fait, c'est plutôt le logbook. Donc là, on est plutôt dans la revue de logbook. Mais bon, ça pose d'autres problématiques. Hein. Donc on va avancer là-dessus sur les livrables. À moins que, parce que j'ai une personne qui, comment dire, a l'air de vouloir poser des questions, peut-être que ce que je pourrais peut-être faire, si j'arrive à, je vais peut-être essayer de lui donner la parole. Voilà. Bonjour Anne Colotte. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous partager avec l'ensemble des personnes vos remarques? Oui, alors moi donc je travaille chez Sanofi Pasteur, je suis leader data intégrité, donc on est une entreprise qui fabrique du vaccin. Je suis leader data intégrité sur le site de Marcy-l'Étoile, qui est le plus gros site de production de vaccins au monde. On est très challengé par les autorités en ce moment sur l'intégrité évidemment des données. C'est un sujet hautement inspectable, notamment par la FDA. Et donc, on est depuis 2 ans sur un plan de remédiation et on a un protocole data intégrité qui gère l'ensemble de nos activités data intégrité. Et on a commencé effectivement il y a 2 ans et demi maintenant par le plan de remédiation au niveau des laboratoires de contrôle parce que c'est ce qui est le plus regardé. On est en train de le déployer maintenant en manufacturing, en production, mais on a commencé par les laboratoires de contrôle. Et effectivement, on a eu beaucoup, on s'est heurté aux mêmes problématiques que vous évoquez, d'obsolescence de matériel qui était non compliant en fait. Et la même problématique effectivement du coup de faire de la mitigation par l'encadrement de procédures. Alors pour les grosses entreprises, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est plus accepté. Les autorités n'acceptent pas qu'on n'ait pas des plans d'investissement en fait pour remplacer les équipements non compliant. Et voilà. Et ma remarque était que effectivement le point de l'audit trail me semblait manquer dans les contenus, dans ce que vous aviez regardé. À la fois l'audit trail système, et ça, l'audit trail système, il est quand même accessible généralement sur beaucoup d'équipements, et l'audit trail de routine. Donc à bien différencier les deux. L'audit trail de système permettant effectivement de gérer plutôt les comptes, les métadatas, les méthodes. Et puis l'audit trail de routine étant plutôt sur les analyses, effectivement. Et là, en fait, nous, on s'est confronté à comment dire, des systèmes qui étaient relativement anciens, dans lequel, en fait, l'audit trail, je dirais, de système n'existait pas, et donc encore moins, je dirais, de routine. Donc c'est vrai que ces concepts-là, ils sont présents, je dirais, ils sont présents dans les logiciels de laboratoire classiques. Hein. On va parler, je dirais, de Chromélion, de Empower et autres. On va trouver des choses qui vont plus ou moins avancées ou plus ou moins précis. Hein. Mais le problème, c'est les petits équipements. Hein. Alors, je vois que, comment dire, voilà, ça part. J'ai plein de questions. Ça part un petit peu dans tous les sens. Bon, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner la parole, parce que j'ai pas mal de questions. Là, je pense que ça peut être des questions qui peuvent être intéressantes à partager avec l'ensemble des personnes. Hein. Donc, je vais essayer de donner la parole à Monsieur François-Xavier Mariage. Hein. Merci, Madame Colotte. Merci.
Oui, monsieur Mariage? Oui, bonjour, François-Xavier Mariage, Société GlaxoSmithKline Vaccine. Comme Madame l'évoquait, pour tout ce qui est petits équipements, on rencontre la même problématique, hein, tout ce qui est gestion des accès d'audit trail. Il faut savoir que maintenant, certains fournisseurs, je prends le cas de Mettler Toledo, vient avec une solution software Alors, centralisée. attendez, je vais vous arrêter parce que là, vous êtes en train de me casser ma baraque parce Ah, que ça fait partie de mes conclusions. d'accord, d'accord, ok. J'étais déjà dans le partage, quoi, oui, c'est, Non, non, mais ok. bon, allez-y, allez-y. Donc, C'est une petite blague. il existe maintenant des solutions centralisées qui permettent d'avoir une meilleure gestion des systèmes simples tels que les pêches, mètres conductimètres, balances, titrateurs. Et nous, en termes de remédiation, c'est la direction qu'on prend et qui est endossée par pas mal d'experts d'IA. Absolument, absolument. Hein, voilà. Mais nous, comment dire, à l'époque, vu le contexte qu'on nous avait donné, eh on va y arriver. Hein. Le contexte de la mission, c'était, ben voilà, en 12 jours, il faut que ça soit résolu. Il est évident qu'avec la solution que vous mentionnez, bon, c'est un projet. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est pas une action coup de poing avec quelques procédures. Hein. Et aujourd'hui, on est quand même régulièrement sollicité, comment dire, avec ce type d'approche, quoi. Hein. Donc c'est aussi un peu le message de la présentation qu'on voudrait faire passer aujourd'hui. C'est que sur les petits équipements, c'est peut-être aujourd'hui peut-être un peu plus compliqué encore, hein, que sur du laboratoire, sur des logiciels de laboratoire classiques, où il y a quand même des réflexions depuis des années quoi, sur ces problématiques d'audit trail. Hein. Ok, merci beaucoup. Alors, parfait. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Dufran, si j'arrive à le retrouver. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir. Oui, Monsieur Dufran. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez Donc moi, des questions à partager avec nos. C'était pour juste alimenter le point qui vient d'être mentionné. Donc en fait, j'étais tout à fait d'accord avec l'approche que la personne de Sanofi a mentionnée sur l'audit trail système et sur l'audit trail que nous on appelle batch to batch, c'est-à-dire à chaque release de batch, bien sûr que l'audit trail review a été fait et non pas avec une fréquence 3 mois, 6 mois, 1 an. Et le lot a déjà été mis sur le marché et injecté chez le patient, donc ça c'est trop tard et c'est inacceptable. Donc on a bien au sein de ma société qui est Baxter cette approche. Par contre, là où je suis un peu moins d'accord, c'est lorsqu'on parle de systèmes obsolètes, pas d'audit trail, pas d'information. En fait, je suis bien conscient qu'au niveau électronique, pour des petits équipements, ce genre de technologie n'existe pas, mais il est indispensable de mettre ce qu'on appelle un workaround et quand même d'être sur le principe ALCOA et de savoir qui fait quoi à quel moment, même si on gère des tickets d'une balance ou ce genre de choses. Donc c'est bien important de mentionner que c'est pas parce que le système n'a rien qu'on ne fait rien. Ça c'est du tout pas une bonne approche. Je suis complètement d'accord. Hein. Je suis juste pour mentionner ça. Et ma Mmh. deuxième remarque liée à ça, mais vous avez un peu mentionné votre méthodologie, mais de plus en plus, pour optimiser les coûts, on est dans une méthodologie de risk-based approach et de se focaliser sur les systèmes critiques avec des données critiques impactant le patient et le produit, plutôt que commencer à faire tout et n'importe quoi sur tous les systèmes s'ils ont à un moment donné aucune interaction au niveau criticité. Donc c'était cette approche-là pour être efficient et pragmatique également. Très bien. Alors l'objectif du webinaire, hein, c'était pas enfin ça n'est pas, si vous voulez, comment dire, de faire un cours sur Alcoa ou Alcoa Plus. Hein. C'est plus de témoigner, comment dire, sur voilà une expérience réelle dans un contexte et qui évidemment ce contexte il révèle tous ces points-là. Hein.
voilà, hein, mais je suis d'un point de vue, comment dire, sur l'approche risk-based approach, et puis sur le que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'audit trail qu'il faut pas trouver un workaround, et sur le fait qu'il fasse faire des choses, on est d'accord. Hein. Mais après, bon, pourquoi je mentionne ça? Parce qu'on a des, c'est avec la question de savoir quel est le rationnel qu'on met sur la revue des audits trail. Bon, voilà, c'est un sujet. Si vous le voulez bien, on va avancer, hein, un petit peu. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci, Monsieur Dufrat. Alors, hop. Donc, pour des questions d'optimisation de documentaire, donc on était parti donc sur cette approche du RS qu'on voulait voilà, réutiliser. Hein. Donc ça, c'était les exemples, je dirais du RS. Hein, où vous avez une petite chose sur l'audit trail, sur la gestion des données, hein, parce qu'il y a eu des questions sur le cycle de vie des données. Des notions sur le logbook, des notions sur le paramétrage de la date et de l'heure, des notions sur la gestion des mots de passe. Hein. Donc là, c'est vrai que on avait des. Il est vrai que ces URS, elles ont été un petit peu héritées de ce qu'on fait d'un point de vue, je dirais, plus logiciel que firmware. J'ai peut-être une autre question là, je vais voir. Attendez. Attention, toc, 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 non, c'est bon. Je continue. Donc, on a essayé de faire des matrices de traçabilité. Alors, c'est vrai que sur les petits équipements, au départ, on était parti sur une approche un petit peu plus light. Hein. Et après, on a été confronté à une problématique peut-être dans le contexte qu'on avait, hein, c'est-à-dire le temps très court. Je dirais on a commencé à sentir un petit peu des divergences, hein, entre le responsable de labo qui voulait régler son problème de compliance très rapidement et le responsable AQ avec sa casquette Data Integrity qui lui voilà, se sentait investi d'une mission. Et le problème qui a commencé à se dessiner, c'est que le responsable AQ se rendait bien compte que plus on était précis, plus on allait tomber sur des non-conformités. Et donc, on a commencé à avoir un peu cette divergence, ce dilemme entre, oui, ok, on fait les choses bien, mais oui, on va être bloqué parce que les rapports, ils vont être négatifs. Donc ça et les matrices de traçabilité, tout de suite, voilà, ça a commencé à créer un petit peu quelques tensions. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai une question là. Hop, je vais vérifier. Oui, alors c'est la ségrégation accès administrateur et utilisateur sur les petits équipements. Ça, c'est clair que sur les petits équipements, c'est encore plus compliqué à faire, en tout cas sur les équipements, je dirais, anciens. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, et on va se focaliser un peu plus sur les rapports de configuration. Et là, je vais laisser de nouveau la parole à Caroline. Merci Philippe. Oui, donc là on va resserrer un petit peu la discussion sur les balances parce que moi en fait j'avais pris en main la famille des balances pendant cette mission. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était une famille d'équipements où on avait donc 13 balances
que c'était aussi, après avoir fait une revue un petit peu détaillée de tous les autres équipements, une famille qui avait les firmware les plus évolués. Alors, quand je dis les plus évolués, c'est les plus évolués pour un firmware de balance. Et aussi, il y avait aussi des balances pour lesquelles il n'y avait pas de firmware. Donc, en gros, bon an, mal an, on a réussi à regrouper toutes ces versions un petit peu différentes, bien qu'elles ne diffèrent pas de grand-chose, en trois versions de firmware. Et donc, on a décidé à ce moment-là de faire pour les balances 3 rapports de configuration. Donc ça, c'est une chose. Après, sur le terrain, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas du tout, il faut que je tempère un peu, on va dire peu d'harmonie de configuration entre les balances, même si c'était quasiment toutes, si mes souvenirs sont bons, des balances de chez Mettler. Donc, a priori, le firmware se ressemblait, les firmware se ressemblaient les uns les autres, mais les balances étaient loin d'être configurées toutes de la même façon. Et en discutant avec les analystes sur place, on s'est aussi rendu compte que, en fait, ils n'avaient pas trop la même façon d'utiliser les différents modes de pesée qu'il y avait à leur disposition sur les balances. Alors ça, c'était dû aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les procédures opératoires, il y a d'utilisation de ces balances, il n'y avait pas beaucoup de détails et surtout pas beaucoup de détails suivant les différentes balances et leurs différentes utilisations en fait. En pratique, qu'est-ce qu'on a à quoi on s'est attelé? Déjà, à réconcilier ce qui se passait sur le terrain et les procédures opératoires. On s'est donc confronté à la difficulté à faire converger les différentes configurations des balances. Encore une fois, il y a eu donc une multiplication des rapports de configuration et la mise en place des logbooks n'a pas été simple non plus parce que c'était rajouté. Et nous, on voulait rajouter des données, des choses à mettre sur les logbooks et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire passer auprès des gens qui sont en face de nous, en fait. Donc, tout ça fait que, déjà, rien qu'en regardant ce qui s'est passé sur les balances, le temps de mission des 12 jours alloué au départ était un temps qui était largement sous-estimé. Donc là, je vous ai fait une petite... j'ai 2 tableaux donc sur les balances. Donc, celui qui est à gauche, c'est la liste de toutes les balances avec les modèles, les versions de firmware. Et de l'autre côté, les configurations que l'on a mises en place sur les parce qu'elles ont, après, on ne va pas rentrer dans les détails de la façon de faire, mais je pense que rien qu'en voyant ces 2 tableaux-là, on peut se rendre un petit peu compte. C'est quelque chose on avait un peu dans l'inventaire, on avait pris le problème en disant, c'est des familles d'équipements, il y a les firmware, puis on le voit bien ici, les versions, vous voyez, il faut aller quasiment au 4e indice pour voir quelque chose de différent. Et là, entre guillemets, où on s'est planté, c'est que, oui, c'était peut-être les mêmes modèles, c'était à peu près peut-être les mêmes firmware, mais l'usage qui était fait à la paillasse était différent. Et il y a eu un autre, l'usage était différent et faire changer cet usage, c'était pas si simple. Et il y a eu, il y avait pas mal d'impact. Donc ça, du coup, ça nous a obligés à faire beaucoup plus de rapports de configuration que prévu. Et on va rentrer un peu plus dans les détails là-dessus. Alors attendez, j'ai peut-être une petite question là-dessus. Et oui, ça met en donc là, c'était pas l'URS théorique, c'était quelque part l'URS pratique, c'est-à-dire que l'URS qui est pas écrite, mais bon, c'était bien l'usage. Et l'usage, évidemment, c'était le mode de fonctionnement du laboratoire. Et on va sans doute y revenir un peu avec Caroline. Alors, je vais avancer un tout petit peu. S'il vous plaît. Oui. À toi. Donc, en conclusion déjà, une première chose qu'on peut dire et une première leçon qu'on peut tirer de ce qu'on vient de vous présenter, c'est la nécessité de
bien préparer la mission avant de la démarrer, ou tout au moins dans les premiers jours de mission. C'est-à-dire que avoir un cahier des charges à présenter aux clients, c'est-à-dire quelque chose qui regroupe un petit peu tout ce dont on va avoir besoin en arrivant, c'est-à-dire qui nous mettent à disposition la gap analysis qu'ils ont fait, qui nous mettent à disposition une trame interne de rapport de configuration, qui sachent déjà, et si possible, qui nous mettent à disposition toutes les procédures auxquelles nous, on va être obligés de se référer pour savoir comment… Caroline, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes là? Oui. Donc, sur le premier point, sur cette mission-là qui a franchement pas été, un succès, c'est vrai que avec le recul, on a fait une erreur majeure. C'est pour des questions de temps, on s'est laissé embarquer, dans une approche workaround procédurale. Et après, on a réalisé que, mais en fait, autant sur les logiciels, on avait pris le temps de faire la gap analysis, et autant en fait sur les petits équipements, on n'avait pas fait la gap analysis. Voilà. Et que quelque part, si on avait dit non, mais attendez, commençons par la gap analysis, on aurait déjà pu identifier tous les problèmes qui allaient arriver, quoi. Et quelque part, on a pêché un petit peu par optimisme et quelque part aussi, soyons clairs, peut-être par suffisance par rapport à tous ces petits équipements, en disant bon, c'est des petits équipements, bon, ok, il n'y a peut-être pas l'audit trail, mais bon, on va s'en sortir avec un workaround, avec un logbook. Et en fait, je pense que ça a été un peu l'erreur, c'est que quand on a ouvert entre guillemets le capot des firmware, on s'est retrouvé un peu entre deux eaux parce que dans les firmware, il y avait quand même pas mal de choses et qu'on ne pouvait pas ignorer, on pouvait pas passer sous silence, quoi. Et donc en fait, la complexité, on l'aurait mieux apprécié si on avait fait cette gap analysis et si après on avait creusé probablement aussi un petit peu plus sur l'aspect remédiation. Alors j'ai une remarque là, je vais voir si bon, c'est une remarque alors si vous pouviez la partager, si j'arrive à vous retrouver dans mon système. Oui, Madame Colotte, là, si vous pouviez partager. Oui, je pense que votre commentaire est tout à fait très intéressant et très juste. Je rebondis sur ce que la personne de Baxter disait tout à l'heure. Sur la criticité des équipements, il faut vraiment se méfier parce qu'aujourd'hui, l'attendu, il n'est pas que sur les équipements critiques, il est aussi justement sur ces petits équipements. Et il y a la FDA notamment s'est formée auprès du MHRA qui sont leaders sur la data intégrité. Et aujourd'hui, ils ont des inspecteurs qui sont très, très à l'aise pour aller dans les audit trails et dans les firmware, même des petits équipements. Nous, on a une expérience assez douloureuse sur une centrifugeuse qui n'est pas du tout un équipement critique pour nous. Et, ou sur des machines à laver. Voilà, ils vont vraiment aussi sur des petits équipements qui ne sont pas critiques pour le process plus que ça. Et l'attendu, il est vraiment sur l'ensemble des DSI. Donc oui, sur la risk analysis, la risk based approach, elle est à appliquer partout, mais par contre pas à limiter aux équipements critiques, quoi. Ok. Alors après, c'est vrai que bon, on ouvre un peu le débat aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a le problème là sur les petits équipements de laboratoire, hein. Mais en production, voilà, il y a les équipements de production. Le parallèle, hein. Genre compteur de particules mobile, par exemple. Ouais, voilà. Ça, c'est des petits équipements qui font très mal en prod. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que quelque part, on sous-estime un petit peu ça, quoi. On a un peu tendance à se concentrer sur les gros systèmes. Et en fait, les plus entre guillemets retorses ou vicieux, etc., c'est ces petits systèmes-là, hein. Et sur lesquels en plus les fournisseurs, sont moins habitués, quoi, sont moins matures, hein. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je te laisse continuer, Caroline. Oui.
Donc, oui, donc je disais que ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse avoir rapidement à notre disposition les procédures d'utilisation du matériel, en fait. Qu'on ait aussi, je rentre un petit peu dans le détail, hein, mais par exemple, qu'on puisse disposer d'une liste des modes de pesée utilisés sur toutes les balances. Parce que on a eu beaucoup de mal à savoir qui utilisait quoi sur quelle balance. Et du coup, pour faire les rapports de configuration, on a fait, on a défait, on a refait, on a redéfait. Enfin voilà, ça c'est. Donc voilà, s'il pouvait y avoir avant l'arrivée des consultants, déjà un tour qui soit fait en interne pour que tout le monde se mette d'accord en interne, bon, on utilise ça et ça de telle façon. Effectivement, je pense que pour nous, après, le travail serait plus facile et surtout plus rapide. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait de prévu pendant la durée de la mission quelqu'un qui puisse nous dire, voilà, c'est telle balance, on l'utilise plutôt pour ça. Enfin voilà, qu'on puisse accéder aux détails pratiques d'un utilisateur de terrain, en fait, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est important et quelque chose qui nous a un petit peu manqué. Puis, bien sûr, ce qui nous a aussi posé des problèmes, et ce qui pose un problème en général, hein, je pense, c'est la mise à disposition des équipements. Alors, on se doute bien qu'on ne peut pas bloquer 13 balances pendant 2 mois et demi pour que nous, on puisse faire notre travail. Mais voilà, c'est aussi important. Il faut tenir compte de cet élément-là de planification de l'indisponibilité des équipements, quoi. Voilà, que le consultant puisse mettre en place son planning, alors en fonction du planning du laboratoire, bien évidemment. Donc la diapo suivante, Philippe. Merci. Oui. Donc oui, donc on a donc mis en place, les logbooks étaient déjà en place, mais donc on a fait rajouter quelques petites choses sur, quelques données importantes sur les logbooks. Ça n'a pas été facile parce que ça rajoute du travail aux opérateurs et voilà, c'est toujours compliqué, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à faire passer. Donc, tout bêtement, hein, on a fait rajouter, alors la date, elle y était, mais on a fait rajouter l'heure du début de la pesée, par exemple. On a fait agrandir la case où il fallait mettre le nom, le code de l'article, le numéro de lot de ce qui était l'objet de la pesée. Et puis, la date, l'heure de fin de la pesée aussi, parce qu'il y avait des balances où il y avait bien l'heure de début, mais pas l'heure de fin sur le ticket de pesée. Et puis, le visa y était déjà. Donc, voilà. Et donc, toutes les infos qu'on a essayé d'expliquer aussi au niveau du personnel utilisateur des logbooks, que ces informations, elles sont très importantes et que ça doit être les mêmes que celles sur le ticket de pesée. Et ça, c'était compliqué comme info à leur faire passer parce que eux pensaient que sur le ticket de pesée, en fait, si ça y était, ça suffisait, en fait. Et donc, le fait de leur rajouter sur le logbook, c'était compliqué. Voilà. Alors, j'avais prévu un petit sondage aussi, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas donné là, alors ça va couper un petit peu, mais ça fera un petit break, parce que j'ai pas posé la question aux gens. Voilà, alors il tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais voilà, c'est une question très bête, parce qu'on parle beaucoup d'équipement là. Alors, ce qui est intéressant dans ces sondages, c'est de partager le résultat du sondage avec tout le monde, hein. Voilà, je crois qu'à peu près tout le monde a répondu. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a, voilà, c'est assez équilibré, hein. Il y a un bon tiers qui n'a pas abordé
les problématiques de petits équipements. Voilà. C'est un benchmarking gratuit pour tout le monde. Formidable. On continue? Ouais, oui, les protocoles de test. Donc toujours, on reste focalisé sur la famille des balances. Donc au départ, on avait dans notre planification de travail prévu un protocole de qualification générique par famille d'équipements, ce qui nous semblait pouvoir tenir la route. Or, qui dit rapport de configuration, plusieurs rapports de configuration, on nous a dit au niveau du service assurance qualité, plusieurs protocoles de qualification. Parce que notamment pour des problématiques d'immobilisation de matériel. C'est-à-dire que nous, on avait envisagé de dérouler tout le processus de test sur une balance et une fois que tous les documents finaux auraient été signés, d'appliquer la configuration sur les autres balances et de dérouler. Mais ça impliquait que pendant un laps de temps plus ou moins court ou plus ou moins long, ça dépend de quel côté on se place, toutes les balances allaient être immobilisées tant que le dernier rapport n'allait pas être signé. Pour des questions de libération. Pour une question de libération d'équipements pour pouvoir qu'ils puissent retourner en production. Donc, on nous a donc demandé de faire un protocole de qualification par équipement pour pouvoir bloquer les balances les unes après les autres. Donc, pour nous, 3 fois plus de protocoles à rédiger, à faire signer, et puis 3 fois plus de tests à exécuter. Donc voilà, d'où les poupées russes. À partir d'un truc, d'une mission qui nous avait paru très simple et relativement rapide à faire, à chaque fois qu'on avançait, on se retrouvait avec une autre grosse épreuve à franchir. Diapositive suivante, Philippe, s'il vous plaît. Oui. Donc ça, c'est l'exemple de la matrice de traçabilité. Voilà, avec les différentes, les titres en gros des différentes feuilles de test qu'on. Alors c'est vrai que tout ça multiplié par le nombre de balances à chaque fois, tout de suite ça fait un travail conséquent, quoi. Hein. Ouais. Et là on parle que des balances. Il y avait les pH-mètres, les dissolus tests, voilà. Diapositive suivante. Donc la réalité, c'était ça a donc été c'est ce que je disais tout à l'heure, qualification balance après balance. Et puis tant qu'une balance n'est pas qualifiée, elle ne pouvait pas retourner en production. Donc tant qu'une balance n'était pas qualifiée, donc pas disponible, on ne pouvait pas en bloquer une deuxième. Donc après on se heurte aussi à toutes les difficultés de faire signer les rapports par l'AQ, par le responsable de laboratoire. Enfin voilà, donc l'effet boule de neige qui s'enchaîne. Et puis voilà, donc les impacts, c'est ce que je dis, sur le planning interne du laboratoire. Et puis, autre chose auquel on s'est heurté, c'est que nous avons été obligés d'exécuter nos propres tests nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas de ressources disponibles pour le faire avec nous. Donc, nous, on s'est organisé entre nous parce qu'il y a un moment, on était plusieurs consultants. Celui qui avait rédigé les tests sur les balances exécutait les tests sur les pH-mètres et inversement. On s'est organisé comme ça pour que ce ne soit pas la même personne qui rédige les tests et les exécute. Ce qui est a priori pas du tout une bonne façon de procéder. Alors, j'ai une question de la part d'une personne. On va lui laisser la parole, David Lefaou. Voilà. Bonjour David. Oui, David? Ah, il n'y a plus de son. Est-ce que c'est un problème général?
Si, il doit avoir du son normalement. Je lui ai donné le micro là. Est-ce que vous m'entendez les uns et les autres là? Oui, on a du son. Donc tout le monde me dit que le son, il n'y a pas de problème. Donc David, c'est peut-être. Ah, le son est revenu. Ok. Donc David, je t'ai donné la parole. Tu peux t'exprimer sur est-ce que tu veux bien partager ta question? Ah, il nous entend, mais son micro n'est pas branché. Bon, bah écoutez, quand ça reviendra, Ok. Allô? Oui, c'est bon, David? Oui, on t'entend, je pense maintenant là. Oui, d'accord. En fait, ma question, c'était par rapport à la stratégie sur la balance tout à l'heure. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi tout ce qui est la partie... vous n'avez pas capitalisé les tests d'une balance à une autre. Parce que du moment qu'on avait vérifié que les configurations avaient été appliquées, il était, à mon sens, pas nécessaire de refaire la partie fonctionnelle et opérationnelle sur les balances. Ben, en fait, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les configurations étaient différentes. C'est ça le problème. Au départ, on pensait que les configurations allaient être les mêmes. Et en fait, on s'est rendu compte quand on est rentré un petit peu dans le détail des firmware, c'est qu'elles étaient configurées différemment et que le spectre de configuration des balances, il était pas immense, mais il était quand même relativement différent d'une balance à une autre, et tout simplement parce que, comme l'a indiqué Caroline, les balances avaient été un petit peu laissées, pas à l'abandon, mais personne s'était vraiment occupé de regarder comment elles étaient utilisées, même dans les procédures d'utilisation des balances, c'était des procédures, je dirais, un petit peu génériques, un peu high level. Et en fait, c'est quand on a commencé à regarder un peu de près comment ça se passait que on s'est rendu compte que les configurations étaient différentes, quoi. C'est ça le problème. Sinon, bah oui, c'était l'idée de départ, hein. Et si je peux me permettre, je rajouterais qu'au niveau de la réalité sur le terrain, c'est que quand il y a 3 balances dans un labo et qu'on les bloque toutes les 3 sur une journée pour qu'on puisse exécuter le test sur une, que le protocole soit signé, que le rapport de qualif soit signé et qu'on puisse dérouler la configuration sur les 2 autres en une journée, on peut dire ok, c'est fait, tout est signé, dès le lendemain elles retournent en production, les balances. Mais là il y en avait 13 des balances, ce qui veut dire que si on en bloquait une pour dérouler les tests, ça veut dire que les 13 autres, elles étaient bloquées aussi, et elles ne seraient débloquées toutes les 13 que quand toutes les 13 auraient été configurées, et ça pour eux c'était bien sûr inenvisageable, ce qu'on peut comprendre, hein. Donc d'où la difficulté avec cette raison-là, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, nous, donc c'est vrai que je me suis pas présenté, donc je suis leader du projet Data Integrity au sein de la société Lundbeck sur la filiale France. Et en fait, nous aujourd'hui, au niveau, donc on a déjà fait un inventaire avec nos balances et on a regroupé nos balances par firmware de manière à les gérer de la même manière. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, la stratégie, l'approche qu'on a, c'est on en valide une qu'on bloque à un moment donné, de manière à ce que lorsqu'on devra intervenir sur la seconde, le temps de blocage sera plus réduit, puisqu'en fait, on ne refera qu'une une vérification de configuration par rapport à la première qui a été validée et testée. Oui, mais ça c'est juste, mais il faut que vous regardiez un peu plus dans le détail les configurations que vous avez, quoi. Et c'est les configurations qui pourraient vous faire diverger, quoi. Donc après, le problème qu'on avait nous aussi, c'est pour ça qu'on a parlé de poupée russe, c'est qu'à un moment donné, si on dit bah ok, on fait reconverger tout le monde vers une configuration entre guillemets standardisée, et que les balances elles étaient déjà qualifiées. Donc dès qu'on touchait à quelque chose, allez hop. Donc donc du coup tout ça, voilà, ça se planifie, ça s'orchestre, quoi. Parce que quand tu vas regarder un petit peu, comment dire, dans les firmware, ce qui se passe sur les balances, bon, il y a quand même pas mal de choses, hein. Et les balances récentes, tu as de plus en plus de choses, hein. Tu as de plus en plus de possibilités, quoi. Donc, et comme souvent les gens, on fait pas forcément attention, bah,
on ignore ce point-là, mais en fait, donc comme le disait, je dirais, une participante, avec des inspecteurs qui, eux, ont bien compris, parce que en plus, c'est pas très, très compliqué, parce que tout le monde a à peu près les mêmes équipements. Donc, une fois que tu as compris que sur un équipement, il y avait un spectre de configuration, tu voilà, explores toujours la même chose. Donc, pour un inspecteur, c'est assez facile, hein. Les balances, tout le monde a à peu près les mêmes, hein. Donc, dans ces cas-là, pour bien capitaliser, il faut, à mon avis, avant, si on reste dans cette optique-là, hein, harmoniser les configurations, quoi. Bien vérifier que les configurations soient harmonisées. Ok? Merci. Je t'en prie. Donc on va. Alors j'ai une question, Caroline. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de différences de configuration entre deux balances? Ouais, vous pouvez remonter, Philippe, sur la diapo où il y a sur les protocoles sur les configs des balances. Je sais pas, peut-être 3-4 diapos au-dessus de celle-ci. C'est pour étayer mon propos. Celle où il y a les deux gros tableaux. Oui, je vois très bien. Ouais. Celui-là? Ouais, celui-ci. Alors. Oui, excusez-moi. Donc, les détails des configurations des balances, en fait, donc dans ce laboratoire de contrôle, ils utilisaient X modes de pesée différentes. Un mode par exemple, un mode pesée en milligrammes, un mode pesée en grammes, un mode pesée USP en milligrammes, un mode multiproduit en milligrammes et en grammes, enfin bref, etc., etc. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte que, par exemple, le mode pesé en milligrammes, il n'était pas présent sur toutes les balances et que pour contourner ce problème-là, les techniciens, par exemple, si sur cette balance-là, il n'y avait pas le mode pesé, sur la balance B18 par exemple, ils utilisaient le mode multiproduit en mode dégradé, par exemple. Donc, d'où nous, notre volonté d'essayer au maximum d'harmoniser la configuration de toutes les balances, en fait, au maximum des possibilités des versions de firmware sur la configuration des modes de pesée eux-mêmes et puis après sur la configuration des accès utilisateurs en fonction des modes de pesée et sur la configuration du ticket de pesée aussi, parce que suivant les modes de pesée, les tickets sont différents et suivant les versions de firmware, les tickets sont différents aussi. Donc voilà, tout ce qu'on appelle configuration, c'est un petit peu tout ça en fait. Donc, alors, je ne sais pas si ça répond à la question de façon assez précise. Le mieux, c'est que je vais laisser la parole à la personne qui a posé la question. Bonjour Christelle. Oui. Et bonjour, Christelle Donizetti. Donc, je gère le sujet Data Integrity pour le laboratoire de contrôle sur mes yeux du site de Merck. Donc, en fait, je voulais juste avoir une précision par rapport à ce qu'on entend par configuration. Est-ce que c'est le même type de configuration que qui sont issus des rapports de configuration qu'on réalise sur les softs? Est-ce que c'est le même attendu? Il y a autre chose derrière les configurations du petit matériel? Les rapports de configuration que nous on a fait, c'est en fait c'est comment configurer la balance, c'est-à-dire mettre en place la gestion des accès, par exemple, cliquer à tel endroit, il y a tel écran qui apparaît, dans tel écran, cliquer à tel endroit, cliquer sur administrateur, combien de lettres pour le mot de passe. En fait, c'est tout ça. Ce qu'on appelle, nous, un rapport de configuration, c'est vraiment de détailler de A à Z comment configurer la balance. Donc là, dans les exemples, c'est appliqué ici aux petits équipements. Donc effectivement, ici l'unité, le mode de pesée,
ah oui, ça fait sens. Et que après, du coup, ça, en termes d'intégrité des données, si on n'a pas l'historique, je dirais, du mode de pesée, ben oui, on peut pas garantir l'intégrité de la donnée, quoi. Sinon, c'est juste des numéros, hein. Parce que là, les exemples que vous donnez, les modes de pesée étaient bloqués au niveau des balances ou il y avait possibilité de les configurer? C'est nous qui les avons configurés et bloqués D'accord. pour que Vous étiez libre. voilà, l'analyste qui a besoin de faire une pesée en grammes, il choisit il se connecte sur la balance, il choisit le mode pesée en grammes et en Mhm. fait il a plus qu'à, il peut pas. Voilà, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il puisse avoir, quelle que soit la balance qu'il utilise, ce mode pesé en grammes. Qu'il n'aille pas utiliser le mode multiproduit grammes, par exemple, ou le mode C grammes. Lors de votre état des lieux, en fait, pour chacune des balances, il y avait une configuration donnée, et donc les techniciens n'utilisaient pas toutes les balances de la même manière. Mais en C'est fait, ça. le problème, c'est justement un des problèmes de cette mission-là, c'est que cet état des lieux, il n'a pas eu lieu. D'accord. On a fait un état des lieux un petit peu là, comme ça a été dit. D'accord? C'est-à-dire que le réflexe naturel, c'est de dire, bon, bah, voilà les balances, voilà les numéros de firmware. Bon, allez, c'est parti. Or, en fait, le message, c'est attention, regardez bien l'usage. Et bon, et un des éléments pour bien vérifier l'usage, c'est de regarder comment ils sont configurés. Donc, il faut bien regarder. Faut pas du tout sous-estimer le firmware. Le message, c'est attention, c'est pas parce que vous avez un firmware numéro toc 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 que bon voilà, c'est simple. En Non, fait, c'est le numéro de firmware et la manière dont la balance a été programmée derrière. exactement. Donc ça veut dire qu'il Voilà. faut aller regarder un petit peu derrière, et puis tout de suite on voit les problèmes. Et en fait, là, quand on commence à voir les problèmes, comme l'a dit un monsieur, bah, il faut investiguer un peu plus pour aller faire le bon plan de remédiation, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on pourrait penser que sur des petits équipements, on va s'en sortir avec de la procédure et du logbook, hein. En fait, c'est plus subtil que ça. Non, Voilà. tout à fait. Par contre, juste, moi, je suis intéressée par rapport à ce qui a été dit sur Metler, puisque nous, on est justement dans le plan de rémédiation par le changement du matériel. Et donc voilà, je ne voudrais pas me louper pour la suite. Oui, oui, on y arrive, hein. Ok, merci. Je vous en prie. Merci, Christelle. Alors, je vais essayer de revenir au slide. Et donc, on arrive bientôt à la conclusion, Ouais. hein. Alors, la conclusion, elle est, comment dire, elle est elle a plusieurs facettes, hein. Donc là, on est dans un petit peu l'organisationnel. C'est clairement, nous, on avait une divergence d'objectifs entre l'assurance qualité qui voulait bien faire au niveau Data Integrity et le responsable du laboratoire de contrôle qui, lui, ce qu'on lui demandait de faire, c'était qu'il n'y ait pas de problème avec l'inspection FDA. Voilà. Enfin, qu'il n'y ait pas de problème. Oui, mais soyons clairs aussi, il devait le faire sous contrainte budgétaire. Contrainte budgétaire, et c'est peut-être que peut-être pas le bon mot, en fait, je dirais plutôt des contraintes temporelles, hein. Donc, du coup, très rapidement, il y a eu des conflits qui se sont installés. Comme ça a été indiqué au début, on était dans une période de congé, donc les gens n'étaient pas là. Donc, réunir tout le monde autour d'une même table pour essayer de trouver un consensus, c'était pas évident. Certains techniciens étaient aussi en congé. Enfin, mais donc, ce qui est important pour ce type de projet,
c'est dès le départ de mettre les gens d'accord sur le même objectif. Parce que sinon, il y a d'un côté, enfin, c'est toujours le même, un petit peu le même débat, hein, voilà, la qualité et le métier, et bon, ça diverge. Et du coup, ben, en fait, on a fait, on a refait, on a refait. Enfin, je pense que c'était agréable pour personne, aussi bien pour les consultants que, je dirais, les techniciens, le responsable de laboratoire. Et ça, je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est que dès le départ, quand on fait ce type d'opération, qui est quand même une opération délicate, parce que il suffit pas il n'y a pas de solution clé en main aujourd'hui. Euh, voilà, il est bien qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise, bah, ok, on va atteindre ce niveau-là, on va le faire ensemble et il y aura peut-être des consensus à accepter, mais voilà, et que ce soit pas au milieu de la bataille que ça tire un petit peu dans tous les sens. Voilà. Caroline? Caroline nous a laissé. Oui, non, non, pas du tout. Bon, en conclusion, à la fin du temps imparti, donc à la fin du délai, c'est-à-dire le jour de l'inspection FDA qui approchait à grands pas, on avait un certain pourcentage du travail que l'on s'était prévu qui était achevé, c'est-à-dire que tous les documents génériques étaient en version signée, rangée, voilà. On avait exécuté les tests et fait les rapports de qualification sur 2 balances seulement, je dirais. Et en parallèle de tous les documents génériques, pendant qu'on attendait qu'ils soient signés, pendant qu'on rédigeait les tests et tout ça, on avait aussi avancé tous les autres rapports de configuration, dont certains avaient été cités, hein, donc sur toutes les balances, sur les pH-MET, les dissolus tests, le KF. Je pense que c'était tout, mais voilà, il nous en restait encore quelques-uns à faire, surtout ceux de la famille 4. Et puis, bien sûr, il nous restait tous les autres protocoles de tests à mettre en place, les tests à exécuter, les rapports de qualif à faire et le rapport de qualification final comme on l'avait prévu au départ. Donc, on était loin, on avait fait beaucoup, beaucoup de choses quand même, mais avec toutes les difficultés, il nous restait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. On passe à la diapositive suivante, Philippe. Oui. Ah, mais c'est qu'elles se sont mélangées, ces 2 diapos. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà, dans les conclusions, ce que je voulais rajouter, bien qu'on l'ait déjà dit plusieurs fois, il faut que les ressources soient vraiment disponibles au moment où la mission, elle démarre, de façon à ce qu'on puisse avancer très vite. Alors, notamment, je pense au moment de l'approbation des documents, où là, on perd un temps infini entre celui qui a rédigé le document, celui qui voilà, le chef du labo, le chef de l'AQ, voilà, avec les allers-retours de correction, recorrection, resignature. Alors, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps aussi. Et puis, de mettre à disposition des ressources humaines pour exécuter les tests, parce que vu que nous, on a été obligés de les exécuter nous-mêmes, et on a perdu du temps sur le reste de notre travail. Et puis après, après, c'est du travail quotidien, la gestion de toutes les anomalies qui peuvent ressortir de tout ça. Et puis, bien planifier la disponibilité des ressources matérielles, donc des équipements. Voilà, chose qui a été aussi pour nous très compliquée à gérer dans ce labo. Et puis, au niveau des méthodes, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion? Que nous, on s'est lancé dans la mission sans la gap analysis, et je pense que ça nous aurait beaucoup, beaucoup aidé si elle avait été faite auparavant ou si nous-mêmes, on avait commencé par ça. Ce qui est important, c'est de ne pas sous-estimer non plus les capacités des firmware, même s'ils sont très anciens et qu'ils ont leurs propres limites.
C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de gérer les accès d'une façon ou d'une autre, de gérer les horloges et de gérer les enregistrements. On arrive toujours à trouver un truc qui permet voilà, de faire en sorte que ce soit fait au mieux et avec l'aide des logbooks, le faire encore plus au mieux. Ce qui est aussi difficile et qu'il faut envisager, c'est savoir faire la balance entre la gestion de la configuration versus la gestion des versions. C'est-à-dire que peut-être il est plus... Voilà, pour pouvoir harmoniser les différentes balances, peut-être qu'il faut ne pas aller trop loin dans la configuration pour pouvoir gérer à quelque chose près les mêmes versions sur toutes les balances. Alors, ça veut dire la configuration des modes de pesée et tout. Je ne parle pas de la configuration des données, de ce qu'il faut rentrer comme données brutes et du ticket de pesée qui ressort à la fin. Et puis, après, je vais vous laisser la parole, Philippe, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, alors il y a une solution qui existe actuellement. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, mais c'est pas spécialement propre au laboratoire, hein. C'est vrai que quand on a des équipements qui sont, ici je prends le cas de l'horloge, qui est quand même un élément clé, le risque c'est que l'horloge elle soit désynchronisée. Voilà. Donc souvent la réponse c'est que on synchronise les équipements par rapport à un serveur de temps. Bon, mais ça, vous pouvez le faire que si vos équipements ils sont connectés en réseau. On n'a pas parlé de sauvegarde. Alors parfois, c'est pas très grave parce que il y a assez peu de données en fait qui sont stockées sur ces firmware, mais de plus en plus, en fait, ces firmware ils ont des capacités de stockage. Donc, se pose la question également aussi de l'archivage. Bref, se pose la question de la gestion des accès, se pose la question, je dirais, du plan de secours. Donc, on voit quand même que pour répondre à tous ces enjeux, des équipements isolés, ça pose un certain nombre de problèmes à l'heure du digital. Voilà. Il est clair aussi que l'organisation du laboratoire, bon, on parlait de cycle de vie des données. Cycle de vie des données, ça veut dire qu'il faut le suivre. À partir du moment où les systèmes ils sont isolés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir du papier, donc ça va être plus compliqué de suivre ce cycle de vie. Donc ça, je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui l'ont compris, hein. Alors, je voudrais vous rassurer, on n'a aucune action, je dirais, chez Mettler, hein, et je crois que Sartorius a, comment dire, un système équivalent. Mais il faut savoir que aujourd'hui, ces fabricants, ils proposent des solutions en fait pour connecter les équipements en réseau, d'accord, avec un système je dirais de base de données et qui va permettre en fait de mieux centraliser les accès, mieux centraliser les données, hein. Donc je crois que c'était une personne de GSK, je crois, qui nous a dit qu'ils étaient un petit peu dans ou de Baxter, je sais plus, enfin je crois, il me semble que c'était GSK, qui était aussi un petit peu dans cette démarche-là. Je crois que Merck aussi est un petit peu dans cette démarche-là. Donc nous, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que, faites les gap analysis correctement, et deux, peut-être explorer ce type de solution, hein, parce que on pense que vraisemblablement ça permettra d'adresser le problème un peu plus en profondeur, et parce que sinon je pense ça va être une course sans fin de rustine procédurale. Ok, bon, donc là, voilà, il y a des systèmes d'audit trail, etc.
Hein. Donc, il faut savoir que ce type de système existe. Hein. Après, d'autres vont plutôt avoir une approche, je dirais, cahier des charges, enfin, pardon, cahier de laboratoire. Bon. Hein. Donc, nous, un peu la recommandation, c'est-à-dire que si on avait eu plus de temps, je pense qu'on aurait été un peu plus dans ce type de démarche. Donc là, alors j'ai une question là. Avez-vous, alors attendez, je vais laisser la parole à la personne. Faut que je la retrouve dans mon petit système. Je crois qu'elle était tout en haut. Voilà. Oui, Christelle, si vous pouviez poser votre question et Oui. la partager. Ouais, tout à fait, parce que je vois que vous proposez, enfin, vous proposez, vous Non, non, mettez on en a juste avant. identifié. On ne nous propose rien, on n'est pas revendeur Non, non, Metler. non, Hein. j'ai bien compris. Donc, que Mettler propose une solution, on va dire, globale de mise en réseau de nombreux appareillages. Donc, je vois à la fois titrateur, balance, etc. Nous, c'est vrai qu'on a été dans la démarche, puisqu'on a certaines de nos balances qui ne sont pas data intègre. Donc, on est dans la démarche de remplacer ces balances. C'est vrai que historiquement, on a l'habitude de travailler avec Sartorius et on était parti sur cette optique-là, sachant qu'en effet, ils proposent maintenant des systèmes qui permettent de relier les balances sur un réseau pour Absolument. pour la partie, on va dire, sauvegarde des données, sauvegarde Mmh. des configurations, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'à une architecture où on associe les balances directement avec les systèmes, même si au global, c'est ce vers quoi on va tendre. Donc, je voulais juste savoir, parce que c'est vrai qu'on a déjà bien avancé le sujet avec Sartorius, je voulais juste savoir si vous aviez identifié, est-ce que vous, ça vous paraît une solution envisageable ou alors il y a vraiment quelque chose d'irrémédiable par Alors, rapport très à honnêtement, je n'ai aucun jugement de valeur à apporter. Très honnêtement, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens là, parmi les gens qui assistent au webinar qui pourraient peut-être témoigner d'une expérience avec Sartorius. Mais je pense qu'en termes d'architecture et en termes de remédiation globale, hein, je crois que c'était Madame Anne Collotte qui disait que maintenant les instances de tutelle demandaient des plans d'investissement par rapport à ces vieux systèmes-là. Et Oui. je crois que ça s'inscrit bien là-dedans. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut explorer ces solutions-là parce que c'est quand même des solutions qui sont structurantes, qui ont un impact au niveau de l'organisation du laboratoire. Donc, ça demande à être étudié. Voilà, c'est un projet. Hein, bon, si vous travaillez avec Sartorius, bah, je pense que ouais, il faut voir avec eux un petit peu. Peut-être vous faire aider, je dirais, dans la manière d'explorer et de checker un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est des solutions qui sont quand même relativement récentes. Donc, Tout à fait, oui, c'est vrai que il y a paraît. forcément bon, voilà, des petites anomalies de jeunesse, hein, mais c'est probablement la voie à explorer plutôt que de partir sur uniquement sur une approche purement documentaire, quoi. Hein. Ah non, non, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai qu'on part, nous, on part sur une option de relier le matériel petit à petit à un réseau pour pouvoir, en effet, avoir un maximum de communication entre les éléments. Mais voilà, je voulais en fait avoir un peu plus de précision par rapport à la solution Mettler qui était, parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler ces derniers jours, donc c'est pour ça. D'accord. Mm. Ok. On est un Ok, petit merci. peu à court de temps, parce que ça fait déjà. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui serait en mesure d'apporter un témoignage sur la solution Sartorius? Et sinon, après, je vais conclure. Merci, Christelle. Hein. Bon, apparemment, je n'ai pas de témoignage sur Sartorius. Bon, ça viendra peut-être. Hein. Donc, écoutez, déjà, je voudrais vous remercier de votre
attention, puisque en fait, on a perdu personne pendant cette heure et demie, hein, ce qui est quand même un signe important. Donc merci à tous, merci aussi aux uns et aux autres d'avoir partagé votre expérience. Je pense que tout le monde apprécie cela. Donc en résumé, je dirais que précipitation ne vaut pas raison. Faites vos gap analysis correctement et attention à la gestion de configuration sur ces firmware, hein, qui est un petit peu le piège, voilà, pour faire optimiser les démarches documentaires. Et attention à la disponibilité des ressources humaines, bien entendu, mais également des ressources matérielles, donc disponibilité des équipements. Alors, je ne sais pas si j'ai une petite dernière question ou non. Écoutez, j'ai un compliment agréable. Écoutez, je vous remercie. Si on a pu participer au développement de ce sujet-là pour les uns et les autres. Écoutez, je vous remercie encore une fois au nom d'ADN. Je voulais remercier Caroline, hein, qui s'est livrée à ce premier exercice pour elle. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que vous serez recontacté par des représentants d'ADN pour voir si on peut vous aider sur tel ou tel sujet. En attendant, merci encore une fois. Bon appétit et à très bientôt. Au revoir.